20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Le sommaire, c'est tout de suite. Réponse de la Chambre des notaires au collectif des 22 notaires sans charge. Seul l'État a les prérogatives de satisfaire leurs requêtes. Une réplique qui intervient après que le collectif décide de poursuivre le combat. 7 ans après sa mort et après que justice soit faite, la rédaction de TFM se souvient de l'étudiant Mamadou Diop fauché mortellement par un dragon lors des manifestations du 23 juin 2012 à la place de l'Obélisque. Marche des jeunes du C25 dans la banlieue dakaroise. Dans un mémorandum remis au préfet, ces jeunes récusent le processus électoral et dénoncent l'emprisonnement de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Et puis, le reportage du jour nous mène à la frontière sénégalo-mauritanienne. À Rosso, Sénégal, de braves dames s'activent dans le commerce et la restauration. Au micro de nos reporters, elles plaident en faveur d'un meilleur accès au financement. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Le collectif des 22 notaires sans charge ne lâche pas du lest. Il exige l'application du projet de décret portant création de nouvelles charges et accuse la Chambre des notaires de faire du lobbying pour empêcher leur intégration dans le cercle très fermé des notaires. Fatima Touré. Exercer la profession de notaire dans toute sa plénitude, un véritable chemin de croix au Sénégal. 22 notaires stagiaires qui avaient réussi l'unique concours d'aptitude à la profession, organisé depuis l'indépendance, se disent laissés à eux-mêmes. Regroupés en collectif, ils dénoncent une rupture de l'égalité devant les citoyens et exigent l'application effective du projet de décret portant la création de 32 charges nouvelles. De 2009 à 2014, on a eu à nommer des notaires qui ne sont pas passés par concours. Et voilà maintenant que les gens viennent pour nous demander de refaire un autre concours dans ce pays-là. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une rupture de l'égalité devant les citoyens. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un projet de décret qui devait passer au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres par le président de la République qui avait choisi de mettre en place 32 charges nouvelles. Mais à notre grande surprise, ils sont revenus sur le projet pour nous dire qu'ils vont créer cette charge. Mais franchement, dans ce pays-là, de qui se moque-t-on? Le collectif soutient qu'aujourd'hui, le métier de notaire est un cercle très restreint. Et dans le notariat, tout ce qui se passe, c'est le copinage. Les gens n'ont par affinité, par les liens de parenté de sang ou bien d'alliance. Entrer dans les cabinets de notaire, c'est frappant. Vous trouvez la fille, la nièce, le cousin. Mais ça, nous, on n'a pas de parents de notaire. On ne va pas laisser passer par... Les stagiaires pointent un doigt accusateur sur la Chambre des notaires. Ces textes-là ont été écrits et manipulés pour créer cette situation actuelle. Et c'était prémédité. C'était prémédité. On les demande à eux de nous dire, est-ce que c'est prévu dans les textes qu'une promotion de notaire doit faire un concours? Est-ce que c'est qu'ils ne savent pas que c'est qu'une promotion de notaire ou bien une charge vacante? Depuis 2016, ces stagiaires notaires disent souffrir le martyre. Le collectif entend combattre l'injustice à laquelle ses membres font face aujourd'hui. Ils comptent poursuivre le combat jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Et réponse du berger à la bergère, la Chambre des notaires récuse ces accusations. Selon sa présidente, la création de charges incombe à l'État et nulle autre institution n'a la prérogative de le faire. Déclaration faite en marge d'un atelier de partage et d'information justement sur le métier de notaire. Cher Diop y a assisté, compte rendu. Le notariat, un métier peu connu par bon nombre de Sénégalais. Raison pour laquelle la Chambre des notaires du Sénégal nous parle du métier et de son importance. Communiquer sur notre travail. On nous reproche toujours d'être un métier fermé et nous voulons aujourd'hui partager avec vous, les journalistes, les chroniqueurs judiciaires, le cœur de notre métier, vous expliquer le rôle et la spécificité du métier de notaire. Et le notaire est institué pour recevoir des actes auxquels les parties veulent ou doivent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Cela veut dire qu'il y a un certain nombre d'actes que les gens sont obligés de faire par devant notaire
Il s'agit notamment de la matière foncière. Donc les actes de vente, par exemple, portant sur des immeubles immatriculés, sont à peine de nullité reçus par un notaire. Pendant ce temps, 22 notaires sans charge exigent leur titularisation en tant que notaire exploitant une charge. La Chambre des notaires du Sénégal donne les explications sur leur sort. La création de charges, l'attribution de charges ne dépend pas de la Chambre des notaires. Nous ne sommes même pas consultés. C'est l'État qui, selon des critères objectifs, regarde sur le territoire national là où le besoin se fait sentir de créer une charge, qui prend l'initiative de créer des charges et d'organiser le concours pour pourvoir ces charges. Ces notaires comptent mieux faire pour sensibiliser les citoyens pour une meilleure connaissance du métier. Date donc de prise d'effet de ce décret. À 24 heures de l'anniversaire marquant les 7 ans de sa mort, coup de projecteur sur l'histoire de Mamadou Diop à la place mythique de l'Obélisque le 31 janvier 2012. L'étudiant manifestait avec le M23 pour ainsi s'opposer à une troisième candidature d'Abdoulaye Wade avant que l'irréparable ne se produise. Mamadou Lamine Ndiaye pour le récit. La commémoration du 6e anniversaire de la mort de Mamadou Diop, prévue ce 31 janvier à la place de l'Obélisque, est interdite par le préfet de Dakar. L'étudiant avait perdu la vie le 31 janvier 2012 à la place de l'Obélisque, alors que le mouvement du M23 protestait contre la validation de la candidature d'Abdoulaye Wade qui voulait briguer un troisième mandat. Le jeune Mamadou Diop s'était fait renverser par un véhicule de la police. La famille du défunt avait déposé une plainte pour meurtre contre le ministre de l'Intérieur de l'époque, Maître Ousmane Ngom, et le commissaire central Arona Sy. L'année présidentielle 2012 avait enregistré bon nombre d'incidents dus à des répressions policières. Les deux policiers Tamsir Ousmane Thiam et Wagan Souare ont été condamnés respectivement en première instance à 2 ans ferme et à 3 mois ferme. L'État du Sénégal a été déclaré civilement responsable et condamné à payer 20 millions de dommages et intérêts à la famille du défunt. Une condamnation confirmée par la Cour d'appel ce 29 janvier. Les enfants du défunt Mamadou Diop ont été déclarés pupilles de la nation depuis août 2013 par le président Macky Sall, qui faisait partie intégrante de l'opposition d'alors. Et puis les jeunes de l'opposition ont marché cet après-midi dans les rues de Pikine et Guédiawaye. Leur procession qui s'est ébranlée du rond-point Dominique s'est achevée à la préfecture de Guédiawaye. Dans le mémorandum qu'ils ont remis au préfet, ils ont dénoncé la non-fiabilité du processus électoral et l'emprisonnement de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Ces jeunes de l'opposition comptent barrer la route à Macky Sall par tous les moyens. Les propos de leur porte-parole sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue. Salif Sow et Asmalik. On n'a donné ni de transport, encore moins une motivation. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour montrer à Macky Sall que nous sommes fâchés contre ce régime-là. Alors, on s'achemine vers la préfecture et lui remettre un mémorandum. Un mémorandum dans lequel on a mis tout. On a mis ce qui nous fait mal, le processus électoral, le kidnapping qui se fait sentir à l'endroit de nos jeunes, tout ce qui va à l'encontre des intérêts du Sénégal est mis dans ce référendum. Debout maintenant Macky Sall pour lui dire que s'il pense qu'il aura un deuxième mandat, qu'il se trompe. Au contraire, moi je pense à un mandat dépôt au contraire. Mais Macky Sall n'ira pas au palais une fois de plus. Nous sommes debout et on s'achemine vers le préfet pour lui remettre le mémorandum. Tout est dans le mémorandum. Il n'a qu'à arrêter de diviser. Il n'a qu'à arrêter de faire la promotion des antivaleurs, la promotion de la transhumance. Il faut arrêter Macky. Trop c'est trop. Nous ne voulons plus de Macky. Que le Sénégal sache qu'il est temps qu'il quitte le pouvoir. Et puis retour sur l'installation hier du directoire de campagne de Benno Bokk Yakaar, l'occasion pour le candidat sortant de dévoiler sa task force composée de nouveaux alliés, de nouvelles recrues qui, de l'avis du journaliste Serine Saliou Samb, n'apporteront pas forcément de la valeur ajoutée à la coalition dans sa volonté de faire réélire son candidat. Du côté de la mouvance présidentielle, on affiche par contre satisfaction du dispositif mis en place pour Zahra Iyane Thiam. Eh bien, il n'est pas utile de faire la distinction entre les militants de la première ou de la 24e heure. L'essentiel est que toutes les forces vives soient mobilisées pour la victoire de Macky Sall au soir du 24 février 2019. Mame Birame Diouf.
Le directoire de campagne de Benno Bokk Yakaar a été façonné à l'image de sa diversité des défis à relever pour la présidentielle du 24 février. Dans une démarche inclusive et participative, le candidat sortant Macky Sall mise sur une équipe gagnante. On se rappelle déjà en 2012, le président Macky Sall était venu avec à peu près une ossature participative et inclusive. Dans son option de vulgarisation, il y aura certainement un pôle programme, un pôle anti-programme, également un pôle pour coordonner les opérations électorales. Parce qu'une élection, c'est avant tout le vote. Il y a les autres composantes qui sont le socle même de la campagne. Ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont les catégories socio-professionnelles. Donc il aura l'occasion d'utiliser l'expertise des gens qui sont aguerris, qui sont rompus à la tâche et qui vont aller au charbon pour se battre. Donc je crois que ça, c'est un point positif et il aura donc l'avantage de la pluralité. Des atouts certes, Benno Bokk Yakaar qui se bonifie avec de nouvelles recrues, d'autres annoncées. Cependant, le choix sur les profils devant figurer dans le directoire peut être source de division et de frustration. D'ailleurs, le fait que le directoire de campagne est échappé à l'unité pose problème, parce que certains partisans de l'ancien Premier ministre grincent déjà les dents. Autant on peut dire que c'est une machine de guerre efficace, autant on peut dire que c'est une coalition quand même qui a le handicap d'avoir beaucoup de gens qui ont des ambitions, donc des trucs qui vont se bousculer, le choc des ambitions, des rivalités, mais aussi il aura des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de militants et responsables qui seront laissés en rade et qui ne seront pas contents. Certes, il y aura certaines adversités, cela ne peut pas manquer en politique. Mais vous verrez par vous-même que lorsque le top départ sera donné, parce que là nous sommes dans les périodes préparatoires, mais lorsque le top départ sera donné, tout le monde sera dans les rangs, sur le terrain, comme nous l'a demandé notre candidat, pour parler au peuple sénégalais avec humilité, avec respect, avec considération, mais surtout pour revenir ensemble sur le bilan du président, sur ses réalisations. Une organisation en toute responsabilité au sein de la mouvance présidentielle pour taire les querelles de leadership, un appel du président Macky Sall qui sera sûrement entendu. Dans cette dynamique de paix consolidée. Et après Kaolack, Louga, à présent Tambacounda, où l'APR a également échoué à mettre en place un seul et même comité électoral. Maître Sidiki Kaba et le député maire Mamba Lalo ont chacun de leur côté mis en place leur comité. Et pour éviter d'aller en campagne en rang dispersé, le coordonnateur du club Sénégal Émergence tente de jouer les sapeurs-pompiers. Moussa Omar Gueye. Après Maître Sidiki Kaba, c'est au tour du député maire de Tambacounda, Mamba Lalo, de procéder à une mise en place de ces comités électoraux. Tidiane Sidibé, coordonnateur du club Sénégal Émergent, se désole et tente de recoller les morceaux. Pour se discuter, nous sommes des gens civilisés. Nous pensons que quels que soient les griefs soulevés par les uns ou par les autres, autour d'une table, nous trouverons toujours une. Vous savez, personne ne peut écraser personne. Seul Dieu peut écraser quelqu'un. Seul Dieu peut écraser quelqu'un. Personne ne peut écraser personne. Nous sommes tous derrière le président de la République. Nous devons montrer l'exemple. Nous devons faciliter la tâche au président de la République. Je pense que le frère Mamba Lalo est un frère. Il n'y a rien d'animal entre lui et Sidiki Kaba. Et en plus, ils n'ont pas les mêmes ambitions, comme vous le constatez. Sidi Diallo de la plateforme des cadres républicains à Tambacounda, lui aussi tente de jouer les sapeurs-pompiers, mais en vain. Les deux protagonistes, Maître Sidiki Kaba et Mamba Lalo, chacun en ce qui le concerne, campe sur sa position. Et puis inauguré ce 30 janvier, le building administratif porte désormais le nom de Feu Mamadou Dia. Sa réfection a duré 3 ans. Le nouveau bâtiment va permettre, selon le chef de l'État, à améliorer le fonctionnement de l'administration, à mettre l'accent sur la performance, mais aussi la transparence dans le travail. Habib Faye. Désormais, l'administration sénégalaise va retrouver son lieu habituel. Le building administratif réfectionné porte le nom de Mamadou Dia, ancien chef du conseil du gouvernement, décédé en janvier 2009. Ce bâtiment, l'architecture audacieuse à l'époque de sa réalisation, a notamment abrité les différents gouvernements du Sénégal indépendant. Ce patrimoine historique classé a défié le temps.
que j'ai décidé, au nom de la nation sénégalaise, de rendre hommage à ces illustres fils du pays, à travers le défunt président du Conseil des ministres, Mamadou Dia. Le bâtiment va permettre, selon le président Macky Sall, à mettre l'accent sur la performance et la transparence dans le travail. Notre ambition est de bâtir une administration rénovée, performante, une administration de développement au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action. Le renouveau du bâtiment participe notamment à renforcer l'administration, mais aussi le confort et le cadre du travail. Ces infrastructures permettent d'améliorer les cadres de travail ainsi que les conditions de travail de nos vaillants agents de l'État. Elles participent aussi au renforcement des performances de l'administration et à l'amélioration de la qualité du service délivré aux usagers. Sa rénovation, lancée en 2013, et c'est en 2016 que les travaux ont débuté pour une durée de 3 ans. Le building Mamadou Dia sera un conservatoire d'archives. Restons toujours avec l'inauguration de ce building, du building administratif, inauguration au cours de laquelle le directeur de l'AGETIF a tenu à apporter des précisions en mettant fin à la polémique sur le coût de la réfection du building administratif. Selon El Hadj Malick Gueye, l'édifice a coûté 32 milliards au lieu des 40 annoncés. L'imposant bâtiment niché au centre-ville est doté désormais d'un système voltaïque qui permet d'économiser de l'électricité. Nous l'écoutons toujours au micro de Habib Faye. Ce bâtiment a été réhabilité par une entreprise sénégalaise, s'appuyant certes sur une expertise étrangère, mais tout ce qui est études, supervision, etc. a été entièrement réalisé par des experts sénégalais. Le coût maintenant de ce projet s'élève à 32 milliards hors taxes. Pourquoi je parle d'hors taxes? Parce que c'est un projet qui est financé par la banque, par la BOAD. Et comme vous le savez, les bailleurs ne financent pas de taxes. Il est vrai que le contrat est libellé en TTC, mais même si on parlait de TTC, on serait à 38 milliards, alors que les coûts qui seront réellement décaissés seront de 32 milliards de francs CFA. Dans la construction de ce bâtiment, on est à 800 000 francs au mètre carré. Comparé à d'autres bâtiments de ce type en Europe, ces bâtiments coûteraient 2 millions de francs CFA au mètre carré. Et puis vous venez de l'entendre, le building administratif porte le nom de Feu Mamadou Dia, illustre combattant de la démocratie et grande figure de la classe politique sénégalaise. Il s'est éteint un 25 janvier 2009. Ardent défenseur du libéralisme économique, le grand Maodo a passé 12 années en résidence surveillée suite à une arrestation ordonnée à l'époque par le président Léopold Sédar Senghor. Son parcours, les moments sombres de son histoire retracés dans ce récit signé Maïmouna Ndiaye. Il vient d'une classe pas du tout aisée. Mamadou Dia, né en 1910 à Khombole, avait la politique dans le sang. On le surnommait même le bâtisseur de la République. De l'école coranique à l'école régionale de Diourbel, il poursuit son petit bonhomme de chemin. Après l'entrée à l'école normale William Ponty de Gorée, Dia devient instituteur à Saint-Louis et à Fissel. Les années passent, son engagement politique connaît un autre tournant. Il s'intéresse à la situation économique du pays. D'ailleurs, il préconisait à l'époque un regroupement en coopérative des paysans dans la misère. Une lutte qui lui a valu d'être candidat à l'Assemblée du Conseil régional sous la demande des habitants de Fatick. Avec Senghor et Léon Boissier, il s'oppose aux leaders de la SFIO sénégalaise. De là, ils mettent en place le Bloc démocratique sénégalais. Le premier congrès du BDS était tenu du 15 au 17 avril 1949 à Thiès. Au sortir de ces rencontres, Mamadou Dia est désigné secrétaire général. Senghor, lui, devient le président du nouveau parti. Mais il n'était pas tout le temps d'accord. Pendant tout ce temps, il poursuit ses études supérieures de géographie, de droit et de sciences économiques. Il devient vice-président du Conseil de gouvernement du Sénégal en mai 1957.
Premier ministre après l'indépendance du 4 avril 1960, Dia convoque une réunion extraordinaire suivie d'un conseil des ministres les 20 et 21 août 1960. Le 8 décembre 1962, Mamadou Dia déclare publiquement le rejet révolutionnaire de la société coloniale et à l'économie. Les députés réagissent en déposant une motion de censure contre le gouvernement. Son examen à l'Assemblée nationale sera empêché par Dia lui-même, qu'il juge irrecevable. Nous sommes le 17 décembre. Arrêté le lendemain, il sera condamné à l'emprisonnement à perpétuité à Kédougou dans des conditions de détention précaires. Ce n'est qu'en 1974 que Senghor décide de le gracier. Il signe son retour sur la scène politique et dénonce le libéralisme économique. Le compagnon politique de Senghor décède le 25 janvier 2009 à l'âge de 99 ans. Le reportage du jour à présent, il met en lumière de braves dames qui travaillent à Rosso, Sénégal, entre la frontière du Sénégal, à la frontière plutôt sénégalo-mauritanienne. Elles s'activent, ces dames, dans la vente de cacahuètes, de dattes, mais aussi dans la restauration. Au micro de nos reporters, eh bien, elles saluent les relations de fraternité entre les deux pays, non sans réclamer des financements pour revaloriser leurs activités. Ousseynou Diop et Habib Sek. Elles viennent de tous les quartiers de la ville de Rosso, Sénégal, pour écouler leurs marchandises. Ces braves femmes vivent presque à la frontière sénégalo-mauritanienne, 24 heures sur 24 pour leur commerce. Elles vendent des cacahuètes, les dattiers du désert et tous les autres produits alimentaires pour gagner leur vie. Je vends du thé et du sucre, alhamdoulilah, tout va bien, sauf qu'au port, il n'y a plus de passagers. C'est une période difficile que nous traversons. Je vends également des biscuits. Et avec le peu que je gagne, je l'amène à la maison pour nourrir mes enfants. Je suis restauratrice, mais tout ce que je peux dire, c'est que la restauration ne marche plus comme avant. Nous vendons du riz aux poissons, aux étrangers. Rosso, Sénégal est fréquenté par beaucoup de citoyens mauritaniens. Ces braves femmes sénégalaises très motivées pour nourrir leur famille ont également salué les bonnes relations de fraternité entre les deux pays frères. Entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est le même peuple. Nous avons des familles en Mauritanie et nous vivons dans la paix. Parfois, mes produits sont achetés par les enfants et traversent la frontière sans problème. Ici, c'est une famille. On ne peut pas distinguer le Sénégalais et le Mauritanien. Nous n'avons aucun problème. Mais pour ces femmes, le problème majeur auquel elles font face actuellement est le manque de financement pour une meilleure commercialisation de leurs produits. Il n'y a pas de financement pour les femmes et pourtant nous sommes très engagés pour booster l'économie du pays. Mais nous voulons des financements. Nous attendons l'aide du gouvernement, mais également si nous n'avons pas de financement, toutes les femmes sont engagées à gagner dignement leur vie avec les moyens du bord. Les relations entre le Sénégal et la Mauritanie sont saluées par les femmes de Rosso Sénégal. Seulement, elles invitent le gouvernement à prendre en compte leurs doléances pour accompagner les commerçantes basées à la frontière entre les deux pays. Et puis inauguration hier d'une usine de fabrication de pirogues en fibre de verre au quai de Ouakam, une industrie navale destinée à améliorer les conditions de travail des pêcheurs. L'idée étant de remplacer au fur et à mesure les pirogues traditionnelles par celles en fibre de verre. Et ça tapait. Renouveler progressivement le parc de pirogues des pêcheurs. Tel est l'objectif des autorités sénégalaises avec l'inauguration de l'usine des pirogues en fibre de verre. Pour le moment, les commandes sont déjà lancées. Cette usine arrive à son heure et participera à coup sûr à régler les problèmes sécuritaires auxquels les acteurs de la pêche et les populations des îles sont confrontés. Sous ce rapport, la CIRN compte continuer à jouer pleinement sa partition dans la maturation de ce projet. C'est ainsi que nous avons passé la première commande, constituée d'une pirogue de pêche de 10 mètres et d'une pirogue de transport de 20 places que le chef de l'État pourra offrir dans les prochains jours aux populations de son choix. Une autre commande de 38 embarcations suivra pour permettre d'impulser la production dans cette usine de CFAO Sénégal. Heureuse initiative pour les acteurs de la pêche. Avec cette nouvelle impulsion dans le secteur, le maire salue l'arrivée de cette nouvelle infrastructure. Toutes les phases d'implantation de cette usine ont été sanctionnées par une forte acceptation sociale et une
l'implication de toutes les parties prenantes au niveau de la commune. En outre, Ouakam attend beaucoup des retombées de ce projet, notamment le renouvellement de sa flotte, l'accompagnement technique et financier des pêcheurs et des GIE, mais aussi et surtout l'immatriculation du quai au nom de la commune pour freiner les velléités de spoliation foncière. Monsieur le ministre, chers invités, je lance un appel à toute la population de Ouakam pour une collaboration citoyenne avec les acteurs et promoteurs de ce projet ô combien important pour les populations. Des avantages tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique. D'abord, en termes d'économie d'énergie, il est démontré que les pirogues en fibre de verre consomment moins d'énergie. La durée de vie, on l'a dit tout à l'heure, minimum 25 ans. Et si c'est bien entretenu, cela peut aller jusqu'à 50 ans. Les pirogues sont insubmersibles. Toutes ces pirogues qui seront construites disposeront d'avance de kits de géolocalisation. D'autres projets sont en cours, tels que de nouveaux quais de pêche, des aires de transformation à construire pour les femmes, de nombreux chantiers et des financements aussi en cours. Le secteur de la pêche en ébullition, selon le ministre. Et puis, le saviez-vous, au Sénégal, près de 10% des consommateurs de drogues injectables sont atteints de l'infection du VIH-Sida. En banlieue, pour lutter contre ce fléau, eh bien, société civile, autorités locales, administratives, coutumières et religieuses ont pris part à un atelier de partage. C'était ce matin à la préfecture de Pikine, compte rendu Salif Sow. L'action communautaire de réduction des risques vise à promouvoir la résilience chez les drogués. La situation est alarmante chez eux. C'est une population qui est fortement touchée par l'infection à VIH, avec un taux de 9,4, ce qui est extrêmement élevé comparé au taux national, qui est de 0,5. Bon, il faut se rendre compte que pendant longtemps, le Sénégal a déroulé des activités en laissant en marge cette communauté-là. Pour lutter efficacement contre la propagation du VIH dans cette communauté, la société civile compte sur la contribution des services déconcentrés de l'État. Dans le cadre de ce programme-là, de cette rencontre, c'est d'arriver à établir des relations de travail entre nous autres acteurs communautaires et les autorités administratives et les autorités politiques. Et donc de ce point de vue, nous avons besoin d'un accompagnement tant du point de vue administratif que du point de vue économique, financier pour la réussite de ce programme-là. Un appel bien entendu, la préfecture de Pikine s'est engagée à mettre la main à la pâte. Il se trouve que la stratégie qu'ils veulent mettre en œuvre entre en étroite relation avec le programme initié par l'État du Sénégal. Il s'agit du programme national de lutte contre la drogue. Ce que nous pourrons faire à notre niveau, c'est de mettre à contribution tous les acteurs locaux et de la société civile aussi, au service de l'ANCS. Le Sénégal ignore le nombre exact de ces drogués. Toutefois, des estimations sont en cours. Allez, un peu de culture dans cette édition. Hommage à Oumar Bassoum à travers un album posthume. Le plus de 9 titres a été réalisé grâce au mécénat des acteurs culturels qui ont entrepris la démarche, entendent ainsi mieux promouvoir la musique traditionnelle. Aïssatou Paye. Album posthume en l'honneur de Oumar Bassoum, le patrimoine musical traditionnel revisité. Un des frères Guissé souligne l'importance de ses œuvres. On a eu à partager beaucoup de scènes, beaucoup de mélodies, beaucoup de sons. Et vraiment, c'est un honneur de venir participer à une journée dédiée à Omar, lui rendre hommage, se souvenir de ce qu'il faisait de plus beau, de ce qu'il aimait, la musique, et que nous avons partagé pendant plusieurs années. C'est l'album du répertoire national, c'est l'album du patrimoine national. Je crois que chaque personne devrait pouvoir faire la promotion de cet album-là, parce que c'est un album qui décline
non seulement notre patrimoine musical, mais l'histoire du Sénégal à travers ces 9 titres qui sont racontés. Un album à promouvoir pour perpétuer son œuvre et ainsi vulgariser la musique traditionnelle. L'histoire de Niani, on parle là de Tara, on parle là de Galéabé, et je crois que chaque Sénégalais devrait se l'approprier et en faire sa propre promotion. Parce que l'artiste en lui-même n'est plus de ce monde. Je crois que l'essentiel, c'est que tous les Sénégalais se l'approprient et en font carrément un outil pour mieux connaître leur histoire, un outil pour mieux pérenniser la vie de Omar Bassam. Le mécénat des entreprises, un autre point soulevé lors de cette conférence de presse. Il est grand temps que cette loi-là passe pour permettre aux entreprises d'intervenir dans le domaine des industries culturelles. Voilà comment on a rendu hommage à Omar Bassoum. J'ai le cœur serré, il devait être là aujourd'hui, mais mieux vaut le faire à titre posthume que de ne pas le faire. Mais je ne suis pas là et je suis contre vraiment les oraisons funèbres, les artistes qui meurent et tout. Je suis pour que l'artiste de son vivant conduise une belle voiture, vive très bien de son art et c'est possible. Wallo, album posthume de l'artiste Omar Bassoum, décédé le 15 mai 2015. Amis, artistes, le monde de la culture rend hommage. La page des sports tout de suite avec les sélections nationales de handball et beach soccer sacré pour l'année 2018. Sadio Mané, sportif de cœur, le magazine Sport 221 a procédé à la remise de ses distinctions dans une cérémonie ponctuée par une belle ambiance. C'était en présence de Cheikh Sadibou Diarra. Sélection aux joueurs dirigeants récompensés le temps d'une cérémonie. Au moins 10 personnalités sportives marquantes de l'année 2018 ont reçu des distinctions du magazine Sport 221. On a un jury composé d'anciens journalistes, d'anciens dirigeants et d'observateurs. Et ce jury a travaillé sur l'année, ce qui s'est passé dans l'année. Il y a 2 disciplines qui ont émergé. Il s'agit du football de plage, le beach soccer, et du handball. Parce que ces 2 sélections nous ont représenté dignement, puisque le beach soccer a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est naturellement qu'ils ont été élus et le handball également a joué la finale de la Coupe d'Afrique de handball et a décroché du coup une place pour la Coupe du Monde, ce qui est une première. Des distinctions source de motivation pour les lauréats. La distinction ne fait qu'une source de motivation pour moi, d'autant plus qu'aujourd'hui le Sénégal n'a jamais atteint les demi-finalistes en Coupe du Monde. Donc aujourd'hui ce prix-là me fait encore travailler plus davantage pour au moins essayer de battre d'autres records sur le plan continental. Là aussi, lorsqu'on voit cette sélection féminine qui est distinguée aux côtés de l'équipe nationale du beach soccer, l'entraîneur national, le manager général Fred Boujan qui reçoit sa distinction et le bureau fédéral à travers ma modeste personne, bien sûr en tant que dirigeant sportif, nous ne pouvons qu'être satisfaits et nous dire, mais cela nous oblige aussi. Cela nous oblige parce qu'il ne faut pas rester sur l'acquis. Pour le ministre des Sports, également distingué, les performances sont les fruits d'un travail acharné. J'ai fini tout à l'heure de remettre le drapeau national à l'équipe U20 qui va compétir pour la CAN du 2 au 17 au Niger. Je suis là pour cette belle cérémonie et dans moins de 2 heures de temps, je serai à Thiès. Cela ne veut pas dire tout simplement qu'il n'y a pas de chance, mais avant que la chance ne vous sourie, il faut travailler. La 2e édition de la cérémonie de distinction du magazine Sport 221 s'est déroulée dans une ambiance festive, rehaussée par la prestation du chanteur Alioune Mbaye. Et puis la page des sports que nous clôturons avec ce constat malheureux des combats de lutte et autres matchs de Navétane, souvent émaillés de scènes de violence. Récemment, ce sont des mouvements de foule appelés small qui se forment, blessent des amateurs et les dépouillent de leurs biens. Le président des policiers à la retraite, Cherna Keita, réagit. Il donne sa solution. Il s'agit selon lui de dénoncer les agresseurs et de protéger les forces de sécurité et de défense en cas de dérive. Nous l'écoutons au micro de Salif Sow. Il y a des élections qui vont venir.
Est-ce que ces policiers-là vont aller devant la scène pour utiliser les armes? Ils n'ont pas ce droit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des agressions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est prendre la fuite. Il y a beaucoup de manquements par rapport à la prestation de ces policiers pour qu'on puisse vraiment faire de sorte que ces populations honnêtes qui sont là, qui puissent aller à leur travail, vaquer à leurs besoins, qu'ils puissent faire leur travail sans équivoque, sans inquiétude. Ça, il faut d'abord protéger les choses. Et nous demandons à ces populations-là de participer à cette lutte-là, à ce combat, d'aider les policiers. On ne dit pas que vous allez dénoncer un agresseur pour qu'on puisse vous dénoncer vous-même. Mais allez participer à ce combat, c'est de dire aux policiers, à tel endroit, à tel lieu, il y a les agresseurs. Je vais citer un exemple, ici à Guédiawaye. Mais tant que les charrettes-là ne sont pas enlevées de cet endroit, il y aura toujours des agressions. Ça c'est sûr, parce que les gens qui sont là, ils ne font pas que travailler avec les charrettes. D'autres endroits c'est comme ça. Vous allez dans des recoins, c'est des gens viveurs de Yamba. Vous allez dans une maison, le papa, le maman sait que son fils est en dehors de Yamba, il est agresseur, il est protégé par ses parents. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les élections qui vont venir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous disons que c'est l'affaire de tout le monde. Les policiers comme les gendarmes doivent protéger et être protégés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.